Il se succède à lui-même à la tête du pays. Alassane Ouattara, candidat du RHDP, a reçu quitus des Ivoiriens pour un second mandat le 25 octobre dernier. Il a été crédité d'environ 84% des suffrages, selon les résultats proclamés par la Commission électorale indépendante et confirmés ce lundi par le Conseil constitutionnel. Le candidat du RHDP est suivi de très loin par le candidat du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, crédité d'un peu plus de 9% des voix. Avec eux dans la course, 5 autres candidats. Konan Kwadjo-Siméon, candidat indépendant. Lagou Adjoa Henriette, candidat du RPCIP. Konan Kwadjo-Siméon, Konan Kwadjo-Bertin, candidat indépendant. Kwangwa Jacqueline Claire, candidate indépendante également. Nyangbo Kakou, également candidat indépendant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester en notre compagnie pour le décryptage des résultats de ce scrutin. Avec nous en plateau pour le décryptage des résultats de ce scrutin, 3 invités. Professeur Tene Diabaté Touré, elle est consultante internationale sociologue. Bonsoir professeur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Deuxième invité, Dr Ousmane Zina, il est politiste titulaire d'un PhD en sciences politiques, c'est bien ça? Oui. Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté également notre invitation. Et troisième invité, Claude Saïssou Mauro, politologue, diplômé du Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Paris. Bonsoir Claude Saï. Bonsoir Sylvie. Alors, avant d'attaquer les chiffres, première question, je commence par vous, professeur. Quelles impressions ce scrutin vous a laissé? Nous allons d'abord féliciter le peuple ivoirien. À travers le peuple ivoirien, féliciter les 10 candidats. Il s'agit de voir ensemble quel a été le climat social qui a entretenu cette élection présidentielle. D'abord, qu'est-ce qu'une élection? Du latin élection, c'est le choix. C'est l'action de choisir une ou plusieurs personnes pour exercer un mandat politique, associatif, social. Oui, j'ai dit social parce que nos communautés ont aussi leur assemblée populaire qui responsabilise l'individu, qui responsabilise le peuple. Je vais vous donner l'exemple de l'Abissa. L'Abissa à Grand-Bassam qui se déroule en ce moment. Mais c'est une assemblée populaire démocratique qui fait la promotion de la bonne gouvernance. Et vous allez voir que pendant le déroulement de cette assemblée festive, il y a un mode, un code de conduite. Dans la première semaine, le peuple est amené à observer certains réflexes. Et c'est ça les élections. Et pour revenir à votre question, le climat social était apaisé. Et je crois que tout le monde a apprécié le climat dans lequel cette élection s'est déroulée. Et à écouter les 10 candidats dans vos temps d'antenne, à tout moment, nous avons vu des messages forts de paix. On est allé jusqu'à dire, allez voter, allez participer à ce vote. Et je crois qu'il n'y a rien à dire quand il s'agit de décrypter le climat dans lequel cette élection s'est déroulée. En tout cas, c'est un satisfecit que je lance à tous les candidats. Et je crois que c'est comme ça qu'on construit un pays, dans la paix. Vous voyez-vous, le développement a peur des bruits de bottes. J'ai vu ce jour-là, parce que je me suis amusée à faire quand même le tour des communes, j'ai vu ce jour-là des femmes sortir à 6 heures du matin pour aller attendre et voter. Et je reviens pour dire que, voyez-vous, le développement durable a 4 piliers essentiels. C'est vrai, il y a l'économie, il y a la société, avec la gestion des genres humains, il y a l'environnement, il y a la démocratie participative. Et c'est cette démocratie participative qui est le support du développement durable. Parce qu'il y a un éveil de conscience. Docteur Ousmane Zina. Je pense que dans la même lancée que le professeur Touré, je pense qu'il faut saluer l'esprit de fair play des candidats, saluer également l'esprit de paix des Ivoiriens qui sont sortis pour voter
pour participer à ces élections qui se présentaient comme des élections présidentielles de consolidation de la paix. Parce que les élections de 2010 se présentaient comme des élections de sortie de crise. Là, on est dans une phase de consolidation de la paix, de reconstruction post-conflit depuis 2011. Et effectivement, on a vu que ces élections se sont passées sans violence, sans heurts. Et il faut souligner que s'il est vrai que les grandes démocraties se sont construites sur la base de la violence, on se rappelle les révolutions françaises, les révolutions anglaises et les révolutions françaises. Et par la suite, effectivement, la démocratie est devenue un élément essentiel de pacification de la société. Raison pour laquelle, à partir de 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le suffrage universel a été totalement libéré. Parce qu'avant cela, le suffrage était, concernait quelques individus, quelques personnes de la société. Et à partir de 1945, effectivement, ce suffrage-là est libéré dans l'esprit, effectivement, de stabiliser, effectivement, la société. Et donc, je pense que nous sommes dans une situation de transformation de la société ivoirienne qui, à un moment donné, s'est construite dans la violence ou s'est réinventée dans la violence, aujourd'hui accepte de se réinventer, effectivement, dans la paix. Et effectivement, ces élections-là nous ont montré que les Ivoiriens, les acteurs politiques pouvaient tenir ce challenge-là. Et à mon avis, comme l'ont observé différents observateurs internationaux, ils ont réussi effectivement ce pari. D'accord. Alors Claude Saï, vos impressions sur ce scrutin? Alors si la démocratie paraît être un peu compliquée, elle reste pour l'instant le système politique et le mode de gouvernement le mieux adapté pour l'espèce humaine. Et donc, nos États africains qui font l'apprentissage de la démocratie, la Côte d'Ivoire qui fait l'apprentissage de la démocratie à travers l'élection présidentielle que nous venons de vivre, aura donc marqué un coup assez important dans l'écriture de son histoire. Premier élément. Deuxième élément, nous sortons de guerre, nous sortons de conflits et nous avons des sociétés qui ont été traumatisées, un tissu social fortement déchiré, des plaies qui n'ont pas encore été pensées. Aller à ces élections présentait un risque et un danger pour beaucoup d'observateurs. Dieu merci, les élections se sont très bien passées et d'ailleurs de l'avis de tout le monde, il n'y a eu aucun incident, ni mineur, encore moins majeur. C'est donc une victoire des apprentis démocrates que nous sommes qui tendons à faire de cette Côte d'Ivoire une terre paisible, mais la locomotive de beaucoup d'États africains. C'est donc une victoire de tous les acteurs politiques, c'est une victoire de tous les Ivoiriens, et je crois que c'est un pari très important que nous prenons sur l'avenir de notre nation que nous sommes en train de bâtir. Donc satisfaction totale sur toute la ligne pour l'organisation, mais pour l'esprit même qui a guidé et encadré l'organisation de ce scrutin. D'accord, nous allons attaquer maintenant la question des chiffres et les premières données que nous allons analyser. Je commence avec vous, Dr Ousmane Zina. Les premières données donc sont relatives à la participation. 52,86% de participation, donc on va dire environ 48% d'abstention. Certains ont trouvé le chiffre de l'abstention un peu trop élevé, donc la participation, on va dire, faible également. Vous, quel commentaire vous suscite ces chiffres-là? Il est vrai que durant ces élections, on a senti une sorte de crispation autour du taux de participation. Et je pense que ce sont des signes, ce sont de très bons signes de la démocratisation, en ce sens qu'effectivement, on discute de la participation dans l'esprit de cerner la crédibilité du scrutin, de poser la question de la légitimité et puis d'analyser la stratégie de certains acteurs. Effectivement, le taux de participation, à mon avis, dans ce contexte-là, diffère du contexte de 2010. 2010, on a un taux de participation de près de 80%. Et 2015, on a un taux de participation de 52%, qui était auparavant 54%, et pour certains acteurs, 15%. Donc, c'est un débat, effectivement, autour de ce taux-là, dans l'idée, effectivement, de discuter de la crédibilité de votre position dans ce débat-là? Et, à mon avis, le taux de participation, comme je le disais, diffère de contexte. Et
dans le cas ivoirien et dans ce contexte de 2015, on peut trouver plusieurs explications. 52% liés au fait, par exemple, qu'il y a, dans un premier temps, la disparition de grandes figures politiques. Certains, par exemple, estiment que le scrutin est gagné d'avance par le RHDP, parce qu'effectivement, on n'a pas ces grosses têtes de la politique ivoirienne, comme on l'avait vu en 2010. Deuxième élément, il y a le facteur psychologique, qui est le fait qu'en 2010, il y a eu une forte participation et à la clé, violence. Voilà. Troisième élément, c'est le respect peut-être du boycott de certains partis politiques. Voilà. Et certains électeurs sont allés dans le sens de ce boycott-là. Donc ça peut s'expliquer de cette manière. Mais ce qu'il faut retenir, chaque élection est particulière. Et le taux de participation peut bouger en fonction effectivement de l'élection en question. 2010, comme je le disais, 80% et violence. 2015, 54-52% et pas de violence. Donc il y a quand même de la particularité. Maintenant, concernant l'abstention, qui est fondamentalement liée au taux de participation, l'abstention est un choix démocratique. C'est un choix démocratique. On peut accepter de s'abstenir. Mais en même temps se pose la question de la compréhension du sens de la représentativité. Lorsqu'on s'abstient trop dans une démocratie, ça veut dire qu'on a un souci avec la représentativité. Donc on peut effectivement poser ce problème-là. Et je pense que ce n'est pas le propre de l'Afrique. Même dans les démocraties dites parfaites, il y a la question de l'abstention. Raison pour laquelle, au niveau de la France, on préfère que l'on parte vers le vote blanc que de s'abstenir et de voter. Parce que le vote blanc permet de comprendre le choix de l'électeur. Peut-être qu'il n'est pas totalement d'accord avec les candidats qui sont en face. Donc, il décide de voter blanc. Et ça encore, c'est préférable que la question de l'abstention. Mais quoi qu'il en soit, il y a des leçons à retenir en ce qui concerne une abstention. D'accord, on va tirer les leçons tout à l'heure, mais je vais revenir sur votre troisième proposition, relative donc au mot d'ordre de boycott de certaines formations de l'opposition. Est-ce qu'on peut considérer finalement ce taux d'abstention comme étant le poids de cette opposition? Je dirais, disons, fondamentalement non. Parce que lorsqu'on regarde l'opposition qui est partie à ces élections-là, je vois deux grosses figures de l'opposition. Il y a le FPI et puis il y a la CNC. On constate effectivement que le FPI tient la barre jusqu'au bout avec le candidat Afin Guessan qui n'appelle pas au boycott, qui reste. Et la CNC qui finalement a du mal à s'assurer ce destin présidentiel qui s'était assigné. Et qui, au fil du temps, les différents candidats de la CNC se retirent. Et il reste un seul candidat qui va jusqu'au bout. La volatilité du retrait des candidats au sein de la CNC montre effectivement que cette coalition manquait de stratégie et le boycott prévu par cette coalition ne saurait justifier effectivement ce taux d'abstention. Je pense que c'est lié à un contexte particulier qui est un contexte de consolidation de la paix et puis un contexte, je dirais, psychologique du fait qu'on ne vote pas parce qu'on a peur effectivement de la suite. Claude Saï voulait réagir sur la question. Alors, deux choses. La première, c'est qu'il faut faire une très bonne lecture de cette élection qui vient de se passer. Il faut la situer dans un contexte historique. Et quand vous la situez, cette élection-là, dans son contexte social et historique, vous comprenez le taux d'abstention dont vous parlez et que nous allons justifier en deuxième point. Le premier point, c'est que cette élection présidentielle marque la fin d'une époque et la fin d'un cycle générationnel d'hommes politiques. Le début de la fin. Vous savez, en Côte d'Ivoire, je l'ai dit très souvent sur vos plateaux, depuis le décès du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Houphouët-Boigny, 4 personnalités ont dominé la vie politique ivoirienne. Vous aviez l'héritier institutionnel d'alors qui était le Premier ministre Alassane Ouattara, l'héritier constitutionnel qui était le président de l'Assemblée nationale, Henri Konan Bédié. Vous aviez le gardien du temple qui était le chef d'état-major de l'armée ivoirienne, Robert Guèye. Et puis vous aviez le leader historique, l'opposant historique, Laurent Gbagbo. Quand sur une scène politique, vous avez toutes ces personnalités-là qui ont eu un destin national et l'ont exercé, lorsqu'on arrive au bout de ce cycle et qu'il ne reste plus qu'un seul, le président Ouattara, il y a donc une page qui est progressivement en train de se tourner et c'est bien ce que le président Ouattara a compris en se lançant dans ces élections. Si bien que, n'ayant donc pas en face de lui un candidat de poigne, il y a une forme de résignation
qui se crée au sein de la population, premier élément. Le deuxième élément le plus fort, c'est que certains n'ont pas jugé utile d'y aller parce que le match était gagné d'avance face au profil des différents candidats qui se présentaient contre le président Ouattara. Et puis, vous avez, je trouve cela minoritaire, la partie congrue de ceux qui ont suivi le boycott, le mot d'ordre lancé par certains partis politiques. Donc, l'un mis dans l'autre, vous avez ce taux-là. Mais en réalité, lorsqu'une société sort d'un traumatisme comme celui que la Côte d'Ivoire a connu, très souvent, et l'hypothèse est vérifiée, il y a une lassitude qui se crée au niveau des populations et elles ne s'empressent pas d'aller aux élections. Souvenez-vous, lorsque l'Afrique du Sud sort de l'apartheid et qu'on organise en avril 1994 les premières élections multiraciales, taux de participation 80%. Mandela passe avec 63%, De Klerk 23% et Boutelesi 12%. Lorsque le Rwanda sort du génocide et qu'il organise les premières élections pluralistes, 94% de taux de participation. Mais reprenez ces mêmes États et vous allez voir que lorsque ces populations ont traversé ces périodes où elles étaient en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire de leur peuple, de leur nation, le pourcentage baisse. En 2014, Kagame repart, c'est le même fonds patriotique, mais nous ne sommes plus à 94% de taux de participation, mais à 74%. Mais restons même en Afrique de l'Ouest, tout près de nous. Le Mali, bien qu'ayant connu cette rébellion Touareg, on est à 48%. Le Sénégal, on est à 51% de taux de participation. Donc ce ne sont pas... Lorsque les États ont vécu des traumatismes, il y a une forme on se rétracte et on se dit que ce n'est pas très utile encore de faire confiance aux hommes politiques. Et puis on attend que la Providence nous envoie quelqu'un pour nous accompagner. Donc ce taux n'est pas forcément le résultat d'un mot d'ordre lancé par des partis politiques, mais un assemblage de faits politiques et sociologiques clairement définis. Et même, je vous ai dit, les exemples que je vous ai donnés, quand vous les reprenez, cela avance. Donc ce n'est pas une victoire de l'opposition qui appelle au boycott, mais une succession de faits historiques et politiques. Professeur, votre position? Oui, tout à fait. Je parlerai de résilience. Voyez-vous, la résilience, c'est le rapport entre le présent et le passé. Il y a eu beaucoup de chocs. Et ce traumatisme, pour pouvoir déconstruire ce traumatisme, cela explique tout un environnement autour des élections. Parce qu'il était important pour l'individu, n'oubliez pas que l'élection présidentielle, c'est un individu, une voix. Et comme disait le jeune frère Zina, mais l'abstention est un mode d'élection. C'est-à-dire, je décide d'aller voter comme je décide de ne pas aller voter. Et lorsque un peuple sort d'un traumatisme, cela s'explique. Ça va de soi. Parce que chacun de nous, en Côte d'Ivoire, a vécu cette crise. Chacun vit avec son silence. D'autres dans la maison marchaient à quatre pattes pour aller chercher à manger. Vous voyez, il y a des images qu'on ne peut pas décrire ici. Et c'est cela le traumatisme. Et le peuple ivoirien est un peuple qui assure son sursaut psychologique, ce que j'appelle la résilience. Comment se reconstruire après ce choc. Et je trouve que la participation est une participation forte. Forte, si nous la prenons dans son histoire, à travers l'environnement dans lequel les élections s'étaient déroulées depuis longtemps. Vous parlez de chocs après 2010, mais nos chocs, c'est depuis 1980, depuis les ajustements structurels, depuis la crise économique, les licenciements abusifs. Bref, donc c'est toute une kyrielle de faits et mots qui ont, changé l'identité de l'Ivoirien, jusqu'à mener au vent de la boule en 1990, avec toute cette violence qui s'est inscrite dans nos écoles, dans notre système éducatif. Voyez que nous revenons de loin. Et je crois qu'il faut donner une chance à l'Ivoirien de se reconstruire. Alors, Dr Ousmane Zina, vous avez parlé dans votre intervention des leçons à tirer. Y a-t-il déjà des leçons au niveau même de la participation? Oui, il y a forcément des leçons à tirer. Vous savez, la participation est importante dans la mise en place de la démocratie et dans
le déroulement même de la République. La République, Republica, la chose publique. Comment gérer la chose publique? C'est ça la République. Et on participe au vote pour choisir les représentants qui vont gérer la chose publique. Lorsqu'on s'abstient de participer, ça veut dire quoi? On laisse la gestion de la chose publique à qui veut. Et donc, il est important effectivement d'encourager la participation. Raison pour laquelle j'ai mis l'accent sur le vote blanc. Le vote blanc est une expression. On peut l'évaluer. On peut dire, celui-là, il a voté blanc. Les candidats en lice ne conviennent pas à cette personne, donc il décide de voter blanc. Mais celui qui s'abstient et il est à la maison, on peut interpréter ça de mille manières. Peut-être qu'il n'est pas là, peut-être qu'il est décédé, peut-être que c'est un consigne de parti politique. S'il est décédé, voilà, sur la liste électorale. C'est plusieurs choses en même temps. Voilà. Et donc, c'est une chose, la participation est assez importante. Deuxième élément, la participation permet de relever le niveau de représentativité concernant effectivement ces élections-là. Et il appartient alors aux partis politiques de travailler, parce qu'une des fonctions d'un parti politique, c'est la fonction programmatique, comme on le dit. D'accord, je vais vous apporter d'autres éléments, notamment les différents taux de participation de 90 à nos jours. Voilà, donc vous les voyez là, les différents taux de participation. En 90, on était à 69%, en 95, 56%, en 2000, 37%, en 2010, 83% au premier tour, et en 2015, 52, 86. Vous les avez aussi de l'autre côté, vous pouvez les regarder pour faire votre analyse. Allez-y, Claude Saïd. Non, on est déjà revenu sur le taux de participation qui, à mon sens, est honorable en tenant compte des deux éléments dont j'ai parlé, sociologique et politique. Nous sommes en train de décrire une nouvelle page, l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous avez posé la question tout à l'heure au docteur, je pense qu'elle est adressée à nous tous. L'enjeu de ces élections, je l'ai dit, c'est le renouvellement du personnel politique. Avec la victoire du président Ouattara, qui constitue donc l'emblème d'une génération, vous allez voir que nous serons en train de reconstruire et de renouveler le personnel politique. Et le rôle, l'objectif premier du président Ouattara avec son élection sera donc de jeter les bases de la reconstruction d'une Côte d'Ivoire structurée et forte. Mais quand il le fait aussi avec en arrière-plan l'idée de réformes politiques qui aideront la Côte d'Ivoire à aller de l'avant. Ces réformes la prendront donc en compte ces nouveaux visages que vous verrez en politique. C'est pourquoi l'idée de passage du flambeau, de passage du témoin, pour moi, est très forte, cette idée-là. Ces élections marquent le passage de flambeau, en tout cas les préparatifs du passage de flambeau d'une génération à une autre. Donc ce taux est largement suffisant pour crédibiliser ces élections, parce que, n'oubliez pas, que c'est seulement en Côte d'Ivoire, et c'est assez cocasse, c'est le ministre d'État Mel Bakayoko qui le dit, dans tous les États africains, même pas africains, partout, on essaie de voir le chef de l'État en fonction qui se représente, qui cherche à faire des manigances pour écarter l'opposition d'un jeu. Mais dans notre pays, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que l'opposition prend des dispositions de sorte à ce que celui qui est en fonction et détenteur de la ceinture ne soit pas candidat. Le taux est largement acceptable et il reflète les ambitions que notre pays a pour l'avenir. Professeur, docteur, vous voyez ces chiffres de 90 à aujourd'hui. Vous avez un commentaire à faire là-dessus? Oui, un commentaire. Et je vais d'ailleurs paraphraser l'ancien secrétaire général, Kofi Annan, qui disait ceci, que personne ne naît bon citoyen. Aucune nation ne naît démocratique. Mais dans les deux cas, il s'agit d'un processus tout le long de la vie. Et c'est pour cela qu'il exhorte, dans cette citation, il exhorte que les sociétés ne se coupent pas des jeunes, ne rompent pas le lien vital. Et il faut faire en sorte que nous gardons ce lien vital. Et les taux de participation expliquent cela. Voyez-vous, quand vous prenez en 1990 69,20%, nous savions, nous étions, je veux dire, dans le bouillonnement des esprits, de l'expression plurielle, de cette violence qui s'était installée. Vous prenez 95, nous savons tous, c'est le boycott actif. Nous allons en 2000, nous savons que l'environnement ne s'y prêtait pas. Il y avait des candidats qui avaient été éjectés des élections. Nous prenons 2010, 84%,
Ben, écoutez, ça démontre le profil du candidat, du vainqueur. Ce profil du vainqueur, d'abord, par le vainqueur bâtisseur. Parce que vous aviez des personnes qui réagissent par l'action. Mais ce profil, j'anticipe un peu, mais c'est cela. C'était le profil du candidat bâtisseur et du candidat libéral. Je crois que tout à l'heure, M. Claude Sailly a mis l'accent sur des réformes. Mais écoutez, quand vous avez une vision pour votre peuple, vous ne pouvez que vous inscrire dans le registre des réformes sociales. Il y a seulement 2 ou 3 jours, le Premier ministre, lorsque c'était encore sur certaines de vos antennes, qui reconnaissait que sur 147 pays, la Côte d'Ivoire avait été 142e, avait fait l'économie de 5 points. Mais il a dit que ce n'était pas suffisant. Mais ce sont ces modèles-là que nous voulons avoir dans le rôle de bâtisseur. Et je termine par la garantie de la stabilité. Nous oublions très souvent, nous, les Ivoiriens, que nous sommes le premier producteur de cacao, premier producteur mondial de cacao. Mais c'est un rang, c'est une promotion qu'il faille faire en garantissant la stabilité. D'accord, professeur, on va poursuivre avec vous tout à l'heure. On va essayer d'analyser les différents scores. Je vais vous les donner ici. Voilà, la première chose qui frappe, c'est l'écart entre le vainqueur et le second. On a environ de 83,6 à 9 poussières, on a plus de 74% de gap. Quelle explication donner à cela? Oui, j'ai anticipé un tout petit peu. Quand vous prenez le gap de 84%, je crois que cela se dénote par le profil de ce candidat, le bâtisseur, c'est-à-dire celui qui réagit par l'action. C'est ça, qui réagit par l'action. Et ensuite, vous avez le libéral, celui qui s'appuie non seulement sur l'État, mais sur le secteur privé pour construire le pays, le libéral. Ensuite, vous aviez la garantie de la stabilité. Vous voyez, très souvent, nous citons le président Houphouët. Le président Houphouët avait aussi ces 3 visions. Il y avait d'abord la stabilité politique. Vous pensez que c'est ce qui a convaincu les Ivoiriens? Je vais passer la parole à votre voisin. D'accord, très bien, on reviendra à moi. Comment vous expliquez ce gap-là entre le premier et le deuxième? Je pense que on peut trouver plusieurs éléments d'explication à cela. Premier élément, vous savez, chaque candidat a ses stratégies, a ses méthodes. Et donc, les stratégies constituent effectivement les différents points pouvant expliquer effectivement ces différents écarts. Premier élément concernant la victoire du président Alassane Ouattara, premier élément explicatif, c'est le discours. Il y a un discours qui est mis en avant, qui est le projet d'émergence, qui commence à partir de 2011, à tel point que dans la conscience populaire ivoirienne, la question de l'émergence s'installe. C'est quoi l'émergence? C'est expliqué effectivement durant tout son mandat, jusqu'à ces élections de 2015. Et donc c'est un discours qui est préparé, policier, qui est vraiment assis et qui est accepté par bon nombre d'Ivoiriens. Deuxième élément, c'est la puissance d'une alliance stratégique qui prend naissance depuis 2005, qui en 2010 fait la différence au deuxième tour, qui est sacralisée en 2014 et qui en 2015 devient effectivement comme la méthode pour balayer tout ce qu'il y a sur le chemin. Parce que lorsqu'on regarde 2010, on voit effectivement la force de cette alliance au deuxième tour de 2010, pardon. Et en 2015, le RHDP est plus fort que jamais. Et donc, ce qui permet effectivement au président de dégager une bonne méthode, une bonne stratégie en choisissant effectivement les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Et avec cette nouvelle configuration, il va de soi effectivement qu'il obtienne effectivement Alors, Claude Sailly, scores. pour vous, qu'est-ce qui a fait la différence? Je dirais, comme le docteur l'a dit, mais en ajoutant un autre élément. Le premier élément, c'est le produit Ouattara lui-même qui est vendable. Une candidature à l'élection présidentielle est un rendez-vous d'une personne avec son peuple ou avec le peuple. Le professeur l'a dit. Il était convaincu de sa démarche et il s'y est appliqué méthodiquement. On l'oublie souvent.
il est allé dans des contrées très reculées, rencontrant des populations qui n'espéraient même pas le voir. Son épouse l'a fait aussi, premier élément. Deuxième élément, nulle part en Afrique noire, vous ne verrez d'alliance, je parle du RHDP, de deux grosses figures, deux grosses entités sur une scène politique nationale se mettre ensemble et que cette alliance perdure jusqu'à les 2 fois des élections. Nulle part, vous le verrez. La troisième raison, ce sont les fissures au sein du Front populaire lui-même. Deuxième pôle politique en Côte d'Ivoire, mais qui vit en interne des contradictions féroces, n'ayant donc pas une méthode d'action et n'ayant donc pas une ligne très claire de conduite, restant allant de tergiversation à tergiversation, ils sont arrivés à se diviser et à ne présenter qu'un candidat sur le tard. On a assisté soit à un parricide ou à un infanticide. Mais dans tous les cas, alors que le candidat Ouattara labourait, il renforçait son image qui était suffisamment éclatante, l'opposition, elle, était en train de chercher ses marques. Alors quand vous mettez ces 3 éléments l'un à côté de l'autre, vous avez le résultat que vous avez. Et puis n'oubliez pas que très sincèrement, il y a eu un travail qui a été fait d'approche, de conviction. Et vous avez des zones comme Tabou, on reviendra là-dessus tout à l'heure, des personnalités proches de l'opposition qui ont même accompagné le président Ouattara. Est-ce que déjà au niveau de la campagne, le fait que les moyens ne soient pas les mêmes, est-ce que ça n'a pas pesé beaucoup dans la balance? Alors une campagne se prépare. Vous savez, vous me faites penser à Delors, hein, Jacques. Une campagne se prépare. On n'est pas à l'élection d'un président d'une mutuelle ou d'un président de quartier. On est à une élection d'une personnalité qui aura en charge le destin de tout un peuple et de l'image de toute une nation à travers le monde. Ce sont des choses qui se préparent. Il faut avoir du coffre, il faut avoir une équipe, il faut avoir un discours, il faut avoir des ambitions et un objectif clair à atteindre. Ce ne sont pas des choses qui se déclarent au détour d'un cauchemar ou d'un rêve qu'on a fait. Si bien que sur le tard, vous avez eu beaucoup de candidats qui sont arrivés, qui croyaient bâtir leur campagne sur le seul fait qu'ils s'appelaient un tel ou un tel autre. Non. Le rendez-vous, l'élection présidentielle, c'est un rendez-vous d'une personne avec un peuple. Et ainsi par les urnes. Et quand par les urnes, le résultat est ce que vous avez 83,66 et puis le dernier 0,11. D'accord. Professeur? Oui. Bien, non, moi je vais revenir à la doctrine même du parti. M. Saïd l'a dit, 2 grands partis qui se mettent ensemble pour pouvoir développer leur leadership national. Et c'est ce qui a effectivement motivé tout ce taux qui a été préparé. N'oublions pas, je l'ai dit tantôt, que l'émergence est une vision du président Ouattara, vision de son peuple. Et j'ai souvent illustré l'émergence par 6 E. Un État fort qui n'a pas peur de faire des réformes sociales. On nous dit que la Côte d'Ivoire fait partie des 5 pays réformateurs du monde. C'est un élément important. Voyez-vous? Et puis l'éducation pour tous. L'entreprise, l'économie, l'épargne. Voyez? Et l'éveil des consciences. On va en parler. En parlant de l'éveil des consciences. Donc je reviens pour dire qu'un candidat, c'est cela. C'est la doctrine, c'est la philosophie qui va animer son parti. Il ne se lève pas un matin et il songe devenir président de la République. Cela se prépare, cela s'organise. Et par rapport à cela, il a les valeurs qu'il doit défendre, les valeurs politiques, les valeurs éthiques, les valeurs morales et enfin la conception générale de l'homme lui-même, l'homme ivoirien. En même temps, j'ai envie de vous demander, est-ce que l'opposition qui était en course était vraiment significative? Bon, nous l'avions dit, je l'ai dit. Une élection, ça se prépare, madame. C'est vrai que celui qui vient en 2e position était un challenger, mais qui avait 2 éléments à combattre, c'est-à-dire sa division interne, et puis il devait aller aussi faire face aux adversaires. Certes, mais cela se prépare. Une élection se prépare. Une élection, c'est un projet de société que vous proposez au peuple. Donc cela ne se fait pas dans la précipitation. D'accord. Ou alors dans les inconjonctives. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, juste une boutade pour vous aider à avancer. Vous savez,
Lorsque le président Sarkozy était candidat en France, qu'on lui demandait s'il pensait aux élections, qu'est-ce qu'il a répondu? Tous les matins en me rasant. C'est dit qu'il est imbibé de la personnalité qu'il veut incarner dans les mois et les semaines à venir. Il faut être imprégné de cette vision, de cette ambition-là. Premièrement, deuxième élément, il faut féliciter le président Afi parce que c'est vrai qu'il est arrivé sur le tard, mais néanmoins, il a donné un résultat, un score assez intéressant, bien qu'ayant vécu d'énormes contradictions en interne avant de revenir à la surface. Ça n'a pas été facile pour lui. D'accord. On va descendre dans quelques régions. Le Morono, vous parlez du candidat du FPI à l'instant. Le Morono, par exemple, est la seule région qui a échappé à la razzia du RHDP. On le voit là, le candidat du FPI arrive en tête avec 54% des voix et le candidat du RHDP, 41,97%. Ben voilà, c'est dire que les populations sont sorties voter. Oui. Voilà la preuve. Deuxièmement, en fait, il y a à mon sens, il y a deux explications à donner là. Le premier élément qui est plus culturel, je le vois sous l'angle de la solidarité culturelle, qui est encore endémique en Afrique, mais que voulez-vous? On a toujours besoin d'une base sociologique en politique pour avancer. Ce n'est pas un crime. Je pense qu'il a bénéficié de cette base. Je parle du candidat Afi N'Guessan, qui est du Morono, a bénéficié de cette solidarité culturelle-là. Donc ce n'est pas grave. La deuxième dimension, c'est qu'il faut comprendre ces résultats-là à travers aussi quelques dissensions qui ont dû naître ou quelques imperfections d'organisation du candidat, de l'équipe de campagne du candidat Ouattara en face. Parce qu'il ne faudrait pas toujours voir le vote sociologique, il faut arriver à faire son autocritique et comprendre que par moment, il y a quelques dysfonctionnements qui ont dû se faire ici et là. Je suis de ceux qui pensent que 83%, et cela va vous faire rire peut-être, est en deçà de ce que je pensais pour le président Ouattara. Non, si certaines choses, oui, voilà. Je pense. Donc ces deux éléments-là, confiance sociologique, vote de solidarité culturelle, et puis sûrement quelques défaillances au niveau de la machine organisationnelle même de campagne du candidat Ouattara. Je pense que ce score obtenu par le candidat Afi N'Guessan dans le Morono constitue un vote de confiance, comme le disait M. Claude Saïd. C'est un vote de confiance à l'endroit d'un fils de la région. Et effectivement, en termes de sociologie électorale, ce n'est pas un problème en soi, parce que le milieu social détermine effectivement le choix des électeurs. Les choix individuels, basés également sur la rationalité de l'électeur, déterminent effectivement le vote, et également le consigne de parti politique. Dans le cas du Morono, c'est un vote de confiance lié au milieu social dans un premier temps, dans un deuxième temps, lié au consigne de vote, parce qu'effectivement, le Morono fait partie quand même des bastions proches effectivement du FPI. Et donc, on peut trouver deux intérêts effectivement à ce score-là. Premier intérêt, c'est je dirais la renaissance d'un FPI 2011-2015 qui était plus ou moins silencieux parce que n'ayant pas pris part aux législatives communales et régionales de 2011-2012. Donc il y a une renaissance effectivement à travers ce score-là. Deuxième intérêt, c'est le positionnement du candidat Afi N'Guessan dans son devenir politique après effectivement ces élections présidentielles. Parce que vous savez très bien qu'en politique, il faut avoir du monde derrière. Et c'est une justification fondamentale effectivement pour se positionner en son sein, dans son parti politique, également se positionner sur la scène nationale. D'accord, on va aller dans la mer. Professeur, vous allez prendre la parole pour la situation de la région de la mer. On voit les deux candidats au coude à coude, 45% pour les candidats du RHDP, 39% pour le candidat du FPI. Oui, c'est le vote de confiance toujours. La région de la mer demeure quand même un fief du FPI. Je pense que le vote de confiance est surtout des électeurs qui accompagnent le candidat qui fait face à une fronde interne ne peut que justifier ce type de vote. Et en même temps, je dois dire aussi que, comme le soulignait tout à l'heure M. Saïd, il faut aussi regarder s'il n'y a pas eu de crispation interne au RHDP. Parce qu'un vote, c'est cela. Après le vote, il faut faire le bilan. Il faut faire en sorte que les leçons apprises puissent vous servir de bonnes pratiques sur des
des élections futures, surtout que nous avons les législatives, nous avons les régionales, etc., etc. Je crois qu'il faut regarder tout ceci et éviter que les personnes, je veux dire les acteurs politiques, ne se déchirent alors qu'il faut effectivement se donner la main pour pouvoir parfaire, pour pouvoir avancer avec la Côte d'Ivoire qui gagne, avec l'équipe qui gagne. Je crois que cela est très important. Cela est important parce que tout compte fait, lorsque tout se passe bien, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne toujours. C'est la Côte d'Ivoire qui coexiste dans la paix. C'est la Côte d'Ivoire qui consolide le vivre ensemble. Et je crois que par rapport à cela, il faut lancer cet appel aux intellectuels, aux cadres, parce que le milieu rural nous regarde aussi. C'est vrai qu'il y a des votes de confiance, mais si ceux qui doivent servir d'exemple, de modèle, vont créer une certaine, je vais dire, confusion dans l'esprit de nos concitoyens, de leurs parents, cela n'est pas fait pour pouvoir sauvegarder la consolidation de la paix. On va boucler rapidement avec vous, Claude, sur la mai. Oui, souvenez-vous qu'en Côte d'Ivoire, et c'est un peu partout comme ça dans le monde, il y a ce qu'on appelle des bastions. Il y a des bastions. Vous arrivez en France, Saint-Denis, quelles que soient les élections que vous ferez, on vous dira, c'est communiste. Ça ne bouge pas. Vous savez, la mai était considérée comme un bastion du FPI. Après 1990, le Front populaire ivoirien a eu le temps d'implanter ses structures dans cette partie du pays qui était majoritairement hostile au discours gouvernemental. Aujourd'hui, 45% pour le président Ouattara, 39% pour le candidat du FPI. C'est un bastion du FPI qui bascule à droite. Et ça, il faut le noter, même si l'écart n'est pas très grand, mais c'est un basculement d'un bastion dans une autre escarcelle. Et ces exemples-là, vous en avez beaucoup. Je prends l'exemple de Tabou. 2010, Tabou a voté à 80% le candidat Laurent Gbagbo. 12% pour le candidat Alassane Ouattara. 2010. Et cette année, ils sont à 19 000, pardon. C'est 68% pour le président Ouattara. 68% pour le président Ouattara, là où il n'avait que 12% en 2010. Ce n'est pas un fait du hasard. Il y a des personnalités comme ça, issues de ces zones locales-là, qui appartenaient sûrement à d'autres partis, qui ont accepté d'accompagner le président sur la base d'une priorité qui est le développement. Vous avez Tabou, vous avez Dabou, ou de façon symbolique, un village comme Montpoyem, qui est le village du professeur Memel Fauté, qui est la conscience morale du Front populaire ivoirien. Je répète, qui est la conscience morale du Front populaire ivoirien, ou qui était. Être battu à Montpoyem, et que le président Ouattara remporte des élections à Montpoyem, à Akradio, ce sont des symboles qu'il faut savoir interpréter pour dire qu'un peu partout, le travail a été fait et des bastions entiers ont basculé dans l'escarcelle du RHDP. Pour aller dans le Go. Voilà, on va aller dans le Go, région de l'ex-président Laurent Gbagbo, également remporté par le candidat du RHDP à plus de 87% des voix. Et le candidat du FPI arrive en deuxième position avec seulement 6%. Oui, résultat total de la contradiction profonde qu'ils vivent. Hein. Et ils ont tenu à sanctionner peut-être tout le monde. C'est l'une des régions où le taux d'abstention est le plus fort aussi. Le Go, c'est l'une des régions où le taux d'abstention est le plus fort et cela se comprend. On a près de 60% d'abstention. Oui, il faut le comprendre et il faut l'accepter. Alors, il faut nous l'expliquer surtout. Mais non, on l'a dit par rapport au Moronou tout à l'heure, c'est une affection qu'on a pour un fils du terroir qui a exercé les fonctions les plus hautes de ce pays, qui n'est plus aux affaires, qui a été battu en 2010 et qui est dans une situation délicate. C'est une sanction, c'est une expression de la volonté de se réfracter qui est exprimée par les populations du Go. Alors, plus grave, un tel taux d'abstention appelle forcément, vous êtes sociologue, voilà, c'est cette qualité-là, je voulais convoquer sur ce cas-là. Un tel taux d'abstention, c'est déjà un signal et ça appelle aussi à des actions. Oui, des actions, il faut les écouter. C'est une abstention sociologique. M. Saïd l'a dit. Il y a une visite d'État où le président de la République
et les populations de cette région se sont parlé, mais quand on regarde le taux d'abstention, on se demande s'ils se sont compris. C'est cela aussi. Alors, les élections. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Ce qu'il faut faire, c'est un appel. Écoutez-nous, nous souffrons, écoutez-nous. C'est cela. C'est un appel aux vainqueurs pour que le vainqueur puisse prendre dans ses priorités leur desiderata. Voilà. Je crois qu'il faut. Il n'y a pas de réponse à aller chercher ailleurs si ce n'est une réponse sociale autour d'un fils qu'on cherche à mener vers soi. C'est un vote de sanction qui appelle le vainqueur à les écouter, à faire en sorte que leurs soucis soient pris en compte dans le règlement, dans la consolidation de la paix. Je crois qu'on ne peut pas aller plus loin que ça. Voilà votre mot sur la situation du Go. On a eu une visite d'État où les chefs traditionnels, les populations et le président se sont parlé. Et on constate, à voir ces résultats, on pourrait dire qu'ils se sont parlé sans se comprendre. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement Je pense que ce taux d'abstention qui est assez élevé interpelle effectivement. C'est, je dirais, l'un des taux d'abstention qu'on pourrait facilement interpréter en raison effectivement du milieu sociologique, comme le disait le professeur et puis M. Saï. Effectivement, ça montre effectivement qu'il y a cette volonté-là de préserver son fief politique. Nous n'avons pas notre leader charismatique historique. Nous n'avons pas notre fils surtout. Nous n'avons pas notre fils. Nous ne participons pas au vote. Nous ne participons pas au vote parce que il y a différentes raisons. Raisons politiques, raisons sociologiques, raisons peut-être économiques. Je pense que la démocratie nous amène au dialogue, à la discussion. Et le fait de ne pas participer à une élection amène forcément à trouver d'autres voies de compréhension. Parce que l'abstention aussi, c'est une incompréhension. L'abstention, c'est un ras-le-bol. L'abstention, c'est peut-être la recherche d'une alternative. Donc, il faut interpréter effectivement ces différents éléments-là à travers ce taux d'abstention assez élevé. Je pense que le rôle de la République, c'est de continuer à travailler et à dialoguer avec ceux-là qui ne se sentent pas concernés par ce qui se passe sur le terrain. D'accord. Alors, avec le GO, vous voulez dire quelque chose, vous finissez? Non, ce qui est dommageable, hein, il faut qu'on arrive justement à terre une chose et à réhabiliter quelque chose. La première, c'est de faire en sorte que des fils, des cadres, des leaders d'opinion de cette région-là ne continuent pas à verser de l'huile sur le feu, mais à expliquer qu'une élection est passée, d'autres échéances arrivent. Il n'y a pas lieu de faire en sorte que Gagnoa, que le GO dans sa globalité, rate le rendez-vous du développement. Le deuxième élément, je pense que le président de la République le fera dans la mandature qu'il commencera dès aujourd'hui, c'est de faire en sorte que la CONARIV, et je fais partie de ceux qui le disent toujours, monte un cran au-dessus pour arriver à la création d'une structure consulaire, un haut conseil pour la réconciliation et la cohésion sociale, et faire en sorte que ceux du GO soient impliqués dans les actions de développement de ce pays-là. C'est la seule réponse qu'il faut leur apporter en leur faisant comprendre que la vie d'une nation ne se limite pas seulement qu'à l'organisation des élections. Heureusement qu'il n'y a pas eu mort d'homme, il n'y a pas eu d'incident. Allons de l'avant et bâtissons une nouvelle Côte d'Ivoire. D'accord. On a eu 3 zones comme ça avec un taux d'abstention aussi élevé, 60%. Il y a eu Yopougon ici à Abidjan et Cocody. Cocody, plus de 60% d'abstention. Alors, Cocody qui est considéré comme le quartier chic d'Abidjan, le quartier latin. Comment comprendre qu'à Cocody, avec tout ce qu'on a, tout ce qu'on sait comme réputation pour Cocody, les universités, je le disais tantôt, le quartier latin, comment on peut comprendre que Cocody s'abstienne autant de ce scrutin? Non, je ne sais pas. Je sais que ma fille, si elle me regarde, doit être en train de rire. C'est à Cocody que vous avez le plus grand nombre d'enfants et qui ne sont pas allés se faire enrôler. En âge de voter, ils ne sont pas allés se faire enrôler. Ils ne se sont pas sentis concernés par l'enjeu de cette échéance électorale. Premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on a vite fait, à travers nos salons feutrés, de faire et de refaire l'élection présidentielle. C'était gagné d'avance pour beaucoup.
Alors, pourquoi me fatiguer encore? Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas inscrire Cocody dans la même logique que la population du Go? Parce qu'en 2010, au premier tour, Cocody en avait 76% de participation. Au second tour, 83% de participation. Et tous ces scrutins, ces deux scrutins ont tourné en faveur du candidat du FPI. Est-ce qu'on ne peut pas inscrire Cocody tenant compte de ces éléments-là dans la même logique que celle des populations du Go? Ou vous pensez que les réalités sont différentes? Oui, allez-y, professeur. Moi, je pense que les réalités sont différentes. Voyez-vous, c'est vrai que souvent les populations, comme vous le disiez tout à l'heure, du quartier latin se retrouvent dans les salons feutrés et font les élections et les défont. Mais la plupart aussi des cadres sont inscrits dans leur circonscription d'origine. C'est ça, dans leur région. Et on peut penser que ceux qui sont effectivement restés, parce que quand même Cocody c'était aussi le fief de certains cadres de l'opposition, que ceux-là se soient abstenus. Moi, c'est comme ça que je vois cette explication, cette participation. Et que les jeunes aussi, certains jeunes, aient purement et simplement choisi de voter pour un autre jeune. C'est comme ça que moi je l'explique. Oui, je pense qu'on ne peut pas loger le taux d'abstention de Cocody et de celui du Go dans le même contexte. Voilà, ce sont deux zones géographiquement d'abord différentes, sociologiquement différentes, et en termes d'activité politique également, il y a de la différence. Le taux d'abstention à Cocody pourrait s'expliquer peut-être par une jeunesse, je dirais, fondamentalement une jeunesse urbaine qui ne se sent pas intéressée par ces élections présidentielles. Il est vrai qu'en 2010, Cocody était plutôt, si je ne m'abuse, vous me rectifierez, était plutôt en faveur du PDCI au premier tour. Et donc, Cocody n'est pas considéré comme un bastion à part entière du FPI. Et donc, on peut trouver d'autres formes d'explication. Au premier tour, Cocody avait voté à 49% le candidat du FPI. Voilà, donc 49%, ce n'est pas une majorité absolue. Et 23% pour le PDCI, 22% pour donc le ça peut RDR. s'expliquer effectivement par le premier élément que j'avais avancé, qui est l'élément concernant une jeunesse urbaine, intellectuelle, peut-être qui ne se sont pas concernés effectivement par ces élections présidentielles. Alors, on va s'intéresser au cas des indépendants et des femmes. Professeur, vous allez intervenir sur les femmes. Alors, Dr Ousmane Zina, on a constaté à l'occasion de ce scrutin, et même celui de 2010, que les indépendants en général, ils mordent la poussière. Oui, d'abord quand on regarde le score des indépendants pour ces élections présidentielles 2015, on voit effectivement que le candidat indépendant, je vais vous redonner vient en troisième position. Est-ce que sa position de troisième est suffisante pour dire effectivement que les indépendants ont un poids? Je répondrai non. Pourquoi? Parce que depuis 1990 jusqu'à ces élections de 2015, lorsqu'on regarde effectivement les indépendants, ils n'ont pas réussi à franchir le premier tour. Donc ce n'est rien de nouveau de voir effectivement que les indépendants n'ont pas représenté le poids réel en dépit de cette position du candidat Kakabe en troisième position. Une autre forme d'explication qu'on pourrait trouver, c'est que de 1990 jusqu'à 2015, pour ma part, nous sommes dans un processus de démocratisation. En 1990, on a les premiers partis politiques du multipartisme qui naissent. On a une ouverture démocratique qui permet effectivement aux partis politiques d'exister sur la scène politique. Donc nous ne sommes pas arrivés à une situation de crise des partis de masse pour favoriser l'élévation effectivement des indépendants. Alors, est-ce qu'on doit croire que les discours des partis politiques s'achètent mieux que ceux des indépendants? À mon avis, les partis politiques, c'est une structure, c'est une base, c'est une organisation, c'est un programme. Je parlais de fonction programmatique, c'est une fonction d'intégration sociale. Il y a une vue claire avec les indépendants, avec les partis politiques. Dans la situation des indépendants, c'est une présence de circonstances qui, disons qu'ils interviennent à un moment donné. On a des élections présidentielles, on a effectivement des indépendants qui viennent avec effectivement leur profil et qui veulent remporter ces élections-là. En politique,
c'est l'art du possible. Ils peuvent remporter, mais dans la réelle politique africaine, ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire. Il est très difficile pour les indépendants de se positionner sur la scène politique. Et mieux, je vais terminer sur ça. Un des cas d'indépendants qu'on prend, on prend le candidat et le président ATT qui est arrivé en 2002, je pense bien, au Mali, en tant qu'indépendant. Mais au fil du temps, son premier mandat, il a réussi, mais le deuxième mandat, il avait beaucoup de difficultés parce qu'il était obligé de rentrer dans des formes de compromis et de compromission avec les différents partis politiques. Et finalement, on a vu son pouvoir s'écrouler comme un château de cartes. Ça dit que... Ah, d'accord. Alors, on va passer sur les femmes. Vous avez... Allez-y. Voilà. Oui, les femmes, permettez-moi de féliciter ces femmes qui ont porté haut le flambeau. Voilà le score. Des femmes ivoiriennes, de 48% de l'élection 2014. Congois Claire, 0,40%. Oui, tout à fait. Et en 2010, on avait une femme. Oui. Voilà, Jacqueline Hoble, oui, qui avait finalement obtenu moins d'1% également. Moins d'1% également. Bien. Je crois qu'il faut regarder en face les réalités qui entourent les femmes qui font de la politique. D'emblée, elles sont suspectées toutes d'être souvent de mauvaises mères, de mauvaises épouses. Donc, elles doivent d'abord se battre avec leur cellule familiale pour que la cellule familiale puisse leur donner un quitus. C'est ça, la féminité dans les élections. Ça, c'est un aspect. De deux, l'éducation traditionnelle que subissent ces femmes. Il s'agit d'être une femme politique, mais qui a contre elle certains stéréotypes. Donc, il y a toute une déconstruction de ces stéréotypes à faire. Donc, c'est des éléments qui vont à l'encontre de ces femmes. Et les premiers, je dirais, les premiers adversaires, ce sont les femmes elles-mêmes. Parce que n'oublions pas que les femmes constituent 64% de l'électorat africain. Ce sont les femmes. En Côte d'Ivoire, c'est un peu moins de la moitié. C'est moins de la moitié. Mais en Afrique, 64%. Alors, donc, à partir de ce moment, une sans-voix qui arrive avec son parti, l'autre qui est indépendante, je crois que jusque-là, il y a encore beaucoup à dire sur ces sans-voix, puisque les femmes comptent parmi les sans-voix. Et il faut dire aussi que la pauvreté est féminine. On nous dira, oui, mais il faut la solidarité féminine pour appuyer leurs sœurs. Mais il y a tous ces éléments qui font que ces femmes ont encore du chemin à faire. Et je voulais profiter de l'occasion pour mettre l'accent sur le leadership que nous devons booster de ces femmes-là. C'est vrai que nous avons beaucoup de stéréotypes, mais il faut de la volonté politique pour pouvoir avoir une masse critique de femmes qui s'investissent dans la politique. Vous savez, la femme, c'est la permanence des institutions quand même. La femme, c'est l'éducation. C'est elle qui éduque, c'est elle qui a la première éducation de l'enfant, du citoyen. Donc, il faut faire en sorte que ces 68% de femmes analphabètes que nous avons, nous puissions en faire des forces qui puissent nous permettre d'aller vers une Côte d'Ivoire nouvelle, avec l'Ivoirien nouveau. Et c'est de cela qu'il s'agit. Et je pense que ces deux femmes qui ont porté au haut le flambeau des femmes doivent être félicitées. Mais en même temps, je dirais, c'est un cri que nous envoyons vers le vainqueur, pour que le vainqueur puisse booster ce leadership féminin enfin en Afrique. Parce que nous avons eu des femmes qui ont fait de la politique en Côte d'Ivoire. Que ce soit la marche des femmes vers Grand Bassam, nous le savons, ce n'est pas des histoires, mais ce sont des faits vécus. C'était des femmes à l'époque de l'émancipation de notre pays qui portaient au haut le flambeau de tous ces partis politiques. Parce que la Côte d'Ivoire a été aussi multipartisane avant d'être monopartite. Donc, ce sont ces éléments que nous devions pas refuter, mais utiliser, en faire des leçons apprises pour pouvoir mettre en place de bonnes pratiques. Et nous pouvons le faire. Le président Houphouët l'a fait en 1975, en créant le premier ministère de la condition féminine. Ensuite, il a coopté des femmes pour être députées à l'Assemblée nationale. Bien sûr, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas? Aujourd'hui, nous parlons tous du Rwanda, qui a près de 50% de femmes dans le Parlement rwandais. Mais nous pouvons le faire, pourquoi pas? Je pense que la renaissance africaine passera par la femme. Allez-y, Claude Saï. Non, alors il faut déjà les féliciter. Hein. Je suis d'accord avec le professeur. Il faut vraiment féliciter Henriette Lagou et Congois Jacqueline. C'est un pari qu'elles ont pris, mais un pari très difficile.
elles ont réussi avec des fortunes diverses. L'une avec une structure politique et l'autre en indépendante. Et on le disait tout à l'heure, très rarement vous verrez un indépendant accéder comme ça au pouvoir suprême. Docteur Zana a pris l'exemple du Mali, et il y a un exemple très éloquent qui est celui du Bénin. Lorsque Yahi Boni arrive, il fait l'effort dans sa construction de sa victoire de s'associer et de s'allier à des structures politiques donc il crée Force Kori Bénin Émergent, FCBE. Donc c'est cette force-là qui le propulse à la tête du pouvoir. Et puis après, les choses se décident. Donc en indépendant, il est à moins que vous ayez commencé le travail, mais bien longtemps à l'avance. Or, si c'est une candidature qui se fait, je le dis, sur la base d'un cauchemar ou d'un rêve qu'on a fait, c'est très difficile de se réaliser et de réaliser le destin national qu'on croit avoir. Sinon, pour les femmes, il faut encourager qu'elles viennent. Je suis de ceux qui pensent que nous devons encourager le genre et arriver un peu plus tard à la parité. J'ai cru que vous diriez que vous avez voté pour une femme. Non, je le dirai. Je vais passer la parole à Dr. Donc, il faut les féliciter. Voilà, allez-y rapidement sur les femmes. Moi, j'ai deux types d'observations à faire. D'abord, ce que j'appelle une observation horizontale. Lorsqu'on prend le bulletin, on regarde effectivement ce bulletin-là, on voit qu'il y a 2 femmes sur 10. Et comparativement à 2010, il y avait une femme sur 14. Donc, on progresse. Deuxième élément, qui est l'observation verticale, qui consiste à observer les résultats. On voit effectivement que 2010, la seule femme qui était en lice n'a pas, disons, a obtenu moins d'1%. Également, en 2015, on a le même résultat. Bon, cela dénote effectivement de la forte masculinisation du champ politique africain. Et quand on va loin, on prend l'Afrique de l'Ouest, on a une seule femme, Sirleaf. On prend l'Afrique centrale, on a Catherine Panza. Et le reste de l'Afrique, il n'y a que des hommes. Donc, c'est un véritable challenge. Je pense que, comme le disait le professeur, il y a ce compendium des femmes-là. Peut-être que les femmes devront travailler plus pour se positionner sur la scène politique. Mais il faut souligner un élément, qui est le fait que la candidate Henriette Lagou se positionne avant la candidate Kangwa Jacqueline. Il y a une explication à cela. Elle vient avec un parti politique. L'autre dame vient en tant qu'indépendante. En tant que parti politique, en présentant un parti politique, elle montre qu'elle a un vécu, un passé politique. PDCI, ensuite proche du FPI. Par la suite, elle crée son parti politique avec une personnalité, ce qui joue en sa faveur. Alors que la deuxième candidate vient en indépendante, disons, une expérience politique qu'on ne connaît pas trop et qui finalement n'arrive pas à se positionner comme il faut sur ces élections-là. Et donc, voilà ce que je pouvais dire sur cette. D'accord. Alors, on va terminer cette émission par vos avis sur la nouvelle réalité politique. Alors, la présidentielle nous démontre clairement, au vu des résultats, qu'on a une coalition très forte qui rafle donc 83%, on va dire 84% des suffrages. Et le numéro 2, donc le candidat du FPI, arrive avec moins de 10%. Comment vous entrevoyez les élections locales à venir? Est-ce qu'on aura une recomposition au sein de l'opposition pour, on va dire, en griffe, tenir tête au RHDP? Non, voici comment les choses vont se dérouler. Nous venons de terminer une première étape de l'histoire de la vie politique ivoirienne. Nous avons fini l'élection présidentielle qui elle-même va jeter les bases de la recomposition du personnel et du paysage politique. Première phase. La deuxième phase va se jouer d'abord sur les individualités et les personnalités intrinsèques des candidats. Remarquez bien que beaucoup de candidats, lors de l'élection législative et municipale ou des élections législatives et municipales passées, sont allés en indépendant et ont battu à plate couture des candidats qui avaient été proposés par des appareils politiques. C'est donc la personnalité, le rapport avec les populations qui feront la différence. Ensuite, l'appareil politique viendra accompagner. De toute évidence, je répète que nous sommes en train d'assister à une recomposition du paysage politique. Prenez le seul exemple du Front populaire ivoirien, qui connaîtra, qu'on le veuille ou pas, des soubresauts qui vont l'amener à réaménager son ossature. Ou bien, le Front populaire se scinde en deux. Vous avez la tendance très claire du président Afi, qui peut même rebaptiser sa structure politique, et puis une coquille qui restera entre les mains de ceux qui sont considérés comme les frondeurs.
Et puis vous avez le RHDP qui se renforcera et deviendra, au dire de ce que les deux leaders nous ont laissé entendre, un parti unifié. À partir de ce moment-là, la Côte d'Ivoire connaîtra une forme de bipolarisation au niveau des structures politiques et le jeu sera un peu plus facile, un peu comme ça se fait en Europe, un peu comme ça se fait aux États-Unis. Le jeu sera plus facile pour tout le monde. Alors, vous faites votre analyse sans tenir compte d'une autre formation politique, d'une autre coalition, la CNC. Au RHDP, vous avez des tendances très claires. C'est des libéraux, c'est la droite, qui, dans ces démembrements, peut avoir d'autres colorations. Mais vous avez affaire à des personnes de droite, des libéraux. Et puis à la CNC, vous avez un professeur comme Adou Coulibaly, qui est de gauche, même s'il se réclame d'autre chose. Vous avez le ministre Issi Amara, dont on ne connaît pas très bien la ligne. C'est un peu difficile que cela se recompose. Mais, et je le dis avec sincérité, que vous preniez le Premier ministre Bani, le ministre Issi Amara, vous prenez le président Bédié, le président Alassane Ouattara, c'est une génération. En clair, le Premier ministre et Bani et autres doivent comprendre qu'une page est en train progressivement de se tourner et qu'il y a une Côte d'Ivoire qui est en train de partir. Des jeunes vont les aider à partir. Et donc, ce sera un peu ça, la Côte d'Ivoire de demain. Allez-y, docteur. D'abord, je pense que par rapport à une vue d'ensemble, de ce qui a été entendu, de ce qui a été vu durant ces élections, il y a un challenge à venir concernant les autorités, les nouvelles autorités. C'est le projet de réconciliation, c'est la continuité effectivement de ce qui avait été fait. Parce que dans les discours, dans les propos, nous avons entendu cela et ça a été à maintes fois répété. Donc, à côté d'une réconciliation qui est institutionnelle et technique, il faudrait penser à maintenant une réconciliation par le bas, c'est-à-dire qui sortent effectivement des classes populaires pour remonter, se croiser et permettre effectivement cette réconciliation-là tant voulue. Parce que dans les discours des différents candidats, on l'a entendu. Et donc, c'est tout à fait normal, effectivement, de toucher du doigt cette question-là. Deuxième élément, qui est la compétition sur la scène nationale. Je pense qu'on tend nous sommes dans une phase de démocratie, et je dirais pacifiée, parce que ce sont ces élections-là qui nous ont montré cela. Sortir de la situation de démocratie de violence pour entrer dans une démocratie pacifiée. Et donc, il y a une opposition qui était quasi inexistante depuis 2011, qui renaît, qui essaie d'exister politiquement. Raison pour laquelle les moins de 10% du candidat AFI, sans se mettre d'un bord ou de l'autre, je pense que c'est un score, on dira, honorable, dans l'idée effectivement de préparer une opposition qui viendra accompagner ce processus-là qui est en cours. Parce que s'opposer, c'est également participer à la gestion de la chose publique. Il faudrait entendre dans ce sens-là. Maintenant, du côté de la CNC, la Coalition nationale pour le changement, comme le disait M. Saï, c'est une coalition qui est fondamentalement hybride et qui est, je dirais, de mon analyse, qui est assez floue, qui existe seulement il y a moins d'un an, 2014, sur la base de certains ressentiments et autres, qui décide effectivement de conquérir le pouvoir d'État, mais qui à la fin n'assume pas ce destin présidentiel-là. La question qu'on se pose, cette CNC, comment elle va se comporter après ces élections présidentielles. D'autant plus que nous avons différentes personnalités, différentes figures au sein de cette CNC et différentes positions idéologiques. On peut bien nous faire croire qu'effectivement, les idéologies, selon certaines opinions, n'existent pas en Afrique. Si, il y a des idéologies. Il y a des positions qui existent et qui guident effectivement les partis politiques. Troisième élément, au sein de cette CNC, il y a une partie indépendante, des indépendants là-dedans, avec certains qui ont des partis politiques. Comment effectivement arriver à jongler avec des indépendants qui ont une coloration politique d'avant, sur quoi effectivement ils s'appuient dans le cadre de leur jeu sur le terrain. Donc c'est très hybride et je pense que là, la compétition électorale future nous donnera plus de précision et je pense que ça peut le bien de la Côte d'Ivoire. Alors, professeur, la dernière question est à vous. On a pu observer à l'issue de ce scrutin une première, on va dire, sur la scène politique ivoirienne. Le fait qu'à l'unanimité, on va même dire à l'unisson, les perdants reconnaissent leur défaite et félicitent le vainqueur. Oui, mais nous venons tous féliciter l'Ivoirien nouveau. Vous voyez, c'était le slogan de campagne du vainqueur, l'Ivoirien nouveau. Réussir ensemble et construire l'Ivoirien nouveau. Parce que finalement, le jeu électoral, qu'est-ce que c'est? C'est une compétition. Quand on la gagne,
cette compétition, c'est qu'on l'a organisée, on l'a préparée, on se donne une vision à travers son peuple. C'est de cela qu'il s'agit, le jeu électoral. Et surtout, ce qu'il faut retenir, ce que nous n'avons pas débattu de fond en comble, c'est le projet de société que chacun des candidats présente. Le peuple mûrit. C'est cela. Ce n'est plus celui-là qu'on peut appeler à côté, lui donner des espèces trébuchantes et lui dire allez voter pour moi. Moi, j'ai vu des jeunes gens de 18 ans dire mais le projet de société, nous ne voyons rien là-dedans. Ce sont des associations individuelles. Vous voyez, c'est ça. C'est ça l'Ivoirien nouveau. Et c'est pour cela que cet Ivoirien nouveau doit être encadré. Je vais en même temps tirer les leçons de ce scrutin. Ça doit être encadré. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que lorsque nous faisons l'état des lieux de la société ivoirienne, d'entrée de jeu, nous avons une déchéance morale. Il faut soigner cette déchéance morale pour pouvoir faire de la devise de la Côte d'Ivoire le comportement de l'Ivoirien nouveau, la discipline, le civisme. Voyez-vous? Et tout ceci pour interpeller autour du système éducatif. Vous voyez, de plus en plus, on parle du dividende démographique, de ce trop-plein de jeunes. Mais il faut que nous puissions, nous, les adultes, être des exemples, des modèles. Il faut que de plus en plus des compétences puissent être appelées pour gérer les affaires publiques. Ça, c'est important. Parce que, effectivement, lorsque vous remarquez que l'autre comprend qu'il doit féliciter celui qui est en face de lui, celui qui est en face de lui n'est plus cet individu qu'il faut abattre, mais c'est un frère. Voilà, on vient apporter un plus dans la gestion de l'État. On peut être, comme le disait le président Houphouët, à tous les postes, on peut donner le meilleur de soi-même. Alors, merci, professeur Tening Diabaté Touré. Je rappelle que vous êtes sociologue et vous étiez accompagné de Claude Saïs-Moro, politologue, et du docteur Ousmane Zina, politiste. Cette émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur RTI 1.